À l'ère carbonifère, il y avait des forêts luxuriantes, plusieurs Amazonies, des prêles, des fougères géantes poussaient sur les rives. Ces forêts n'ont pas brûlé, elles ont sombré. Elles ont été trempées puis submergées par des eaux de pluie diluviennes. Des forêts noyées, noires, que survolaient des libellules. Les premières matières organiques sont toutes issues d'êtres vivants animaux ou végétaux, détruits et digérés par des bactéries qui se déposent au fond des mers fermées, des lagunes et des deltas. Ces éléments se mélangent à des sédiments, sable, argile, sel, et s'accumulent en formant des couches successives pendant des milliers d'années. Par leur propre masse, ces dépôts sédimentaires s'enfoncent naturellement. Le mouvement de tectonique des plaques, en agitant le manteau de la Terre, les casse et les entraîne plus profondément dans l'écorce terrestre. Certains minéraux, comme les agates, contiennent du liquide, qui n'est pas de l'eau, mais un gaz liquéfié sous une énorme pression. Du fluor mobile est ainsi enfermé comme une liqueur au sein d'une poche transparente depuis des milliards d'années. Si on casse la pierre, le fluor s'échappe et s'évanouit en un millième de seconde. Louis II de Bavière collectionnait les paésines, les pierres paysages. Elles figuraient parmi les trésors de sa Wunderkammer, son cabinet de curiosités, sa chambre de merveille, aux côtés d'une passion sculptée dans un noyau de pêche, de portraits de nains de cour ou de chefs-d'œuvre d'ivoire tourné. On trouve encore des paésines sur les rives de l'Arno, en Toscane. Elles ressemblent à des villes embrasées, avec des beffrois qui s'écroulent, des palais en ruine. Des peintres, comme Jacques Stella, un disciple de Poussin, ont ajouté des personnages à ces paysages sans personne. En Chine, les lettrés écrivaient parfois des poèmes verticaux à même les pierres de rêve, dans les parties claires et peu chargées. Une agate ayant appartenu à Roger Caillois s'appelle le Petit Fantôme. Je l'ai vu exposé dans la galerie de minéralogie du Muséum d'histoire naturelle à Paris. C'est en effet un petit fantôme qui apparaît au creux d'une pierre, comme une présence laiteuse dans la pénombre, avec une tête en triangle et un regard légèrement asymétrique. Enfant, je détestais les poupées, mais j'étais entourée de marionnettes dont j'aimais la compagnie. Mes parents sont marionnettistes. La présence des marionnettes allait de soi et s'inscrivait dans le cours des choses. Elles pouvaient être en bois, en métal, en mousse, en résine, en altu-glace. Ces marionnettes étaient pour moi indissociablement liées à l'atelier, l'endroit de leur construction, réparation ou ajustement. Je rêvais dans l'atelier plus que dans la salle de spectacle.
J'y bricolais moi-même. Papier canson, ciseaux, colle à eau, râpe, clous, colle à bois. L'atelier est un espace qui m'est familier et que j'ai recherché souvent à différents moments de ma vie. Je l'ai pratiqué assez longuement à Carrare, en Italie, lorsque j'avais 24 ans et que j'avais décidé de me consacrer à la sculpture, plus exactement à la taille directe. Les marionnettes, comme les sculptures, sont transportées dans des caisses. Des caisses en bois brut, souvent très belles, fabriquées sur mesure et qui sentent parfois la résine. Ou alors ce sont des flight cases couleur acajou sombre, capitonnées de mousse, avec des grenouillères, ces attaches en métal qui émettent un claquement sec quand on les referme comme il faut. Souvent, à table, à midi, un ami de mes parents qui fabriquait pour eux des marionnettes façonnait pour moi des bonshommes en mie de pain. Il sculptait une boule en forme de tête et la piquait à la fourchette. Yeux, narines, pavillon de l'oreille.
Je lis dans un article que Le Monde lui consacre le lendemain de sa mort, que Nicolaus Harnoncourt, le chef d'orchestre et violoncelliste, a d'abord voulu, dans son Tyrol natal, être marionnettiste. La dernière lettre qu'il a envoyée au Concentus Musicus de Vienne est un dessin où il se représente lui-même sous les traits d'une marionnette malade. Un glissement de terrain à Taïwan filmé par un amateur depuis sa voiture. La route goudronnée est coupée. Elle s'arrête net dans un virage. Juste après l'effondrement, à l'endroit de la coupure, on voit défiler en suivant une ligne oblique une forêt de pins avec le sol de la forêt. C'est une vision irréelle, comme un effet spécial. Un plan fixe sur une route goudronnée avec incrusté un travelling rapide sur une forêt qui dégringole. Vu d'hélicoptère, quelques minutes plus tard, l'endroit n'est qu'un amas de terre et d'arbres dont on ne distingue que les troncs. Tout est brouillé par un immense nuage de poussière. Ted Milton, c'est le nom d'un marionnettiste anglais, un type très grand qui buvait comme un trou. Il perpétuait la tradition de Punch and Judy. Je n'ai jamais vu des marionnettes autant hurler et se donner des coups si violents. Moi aussi, avec les autres enfants, je hurlais. Les marionnettes se tabassaient littéralement. Il faut dire que c'étaient des marionnettes à la tête, aux bras et aux mains très dures. Le reste du corps était en tissu à grosses rayures bleues, vertes, oranges et blanches, comme la toile du Castelet, comme les cabines de plage à Brighton, comme le pantalon et la veste de Ted Milton, dont l'énergie et l'esthétique, je l'ai compris bien après, étaient très proches de celles du mouvement punk anglais. Au Japon, on m'a rapporté qu'un tremblement de terre avait fait passer par la fenêtre d'un appartement à Yokohama un grand piano Bosendorfer de concert. Je ne sais pas pourquoi, mais j'imagine souvent le fracas de cette chute, le choc au sol du cadre métallique, des cordes et de la table d'harmonie, comme une courte pièce de musique terrifiante, une tempête verticale, un gros animal ou une bombe qui explose. L'ami de Tokyo qui m'a fait ce récit a décidé de fixer, après le 11 mars 2011, sous toute sa vaisselle précieuse, verre en cristal, carafe, tasse et sous-tasse de porcelaine fine, un bout de scotch double face pour se prémunir des bris causés par les secousses sismiques.
Dans l'un de ses films, Pier Paolo Pasolini met en scène Ninetto Davoli et Toto sous la forme de marionnettes à fil. Ils interprètent une version très libre d'Othello. Avec sa façon de se mouvoir, sa grande mâchoire très mobile, Toto a déjà tout d'une marionnette. Pour jouer Iago, on l'a grimé en verre. C'est son dernier rôle. À la fin du film, Toto et Ninetto, mis au rebut, sont jetés sur un tas de détritus depuis lequel ils voient pour la première fois le ciel et les nuages. Quand une marionnette quitte l'atelier, tout paraît dérangé, sans dessus-dessous. Une seule manque, et c'est tout l'espace qui paraît dérangé. Au bout d'un certain temps, parfois très court, les marionnettes qui restent recomposent entre elles de nouvelles combinaisons, des assemblages d'atomes, de colle, de charnières, de pigments, qui se recomposent et se stabilisent. Retirer plusieurs de ces atomes, il s'ensuit un désordre chimique et spirituel qui a besoin d'une semaine ou d'un mois pour se résorber. À Carrare, j'observais les sculptures, la progression des polissages, les petits amoncellements d'éclats coupants autour des marbres commencés. Sur des planches fixées en hauteur étaient entreposées des copies d'après l'antique, généralement en modèle réduit, dont la naïveté et la maladresse d'exécution, bras trop grêles, attaches trop larges, criantes asymétries, leur conféraient une beauté bizarre. J'ai retrouvé l'atelier, sans le bruit des machines à percussion, sans la poudre de marbre qui entrait dans les yeux et blanchissait tout, lorsque je me suis mise à écrire. Lorsque j'écris, les personnages que j'imagine prennent corps dans les phrases. Ils avancent tout d'abord avec leurs prénoms et 2 ou 3 particularités individuelles, la couleur de leurs cheveux, la forme de leurs mains ou de leur bouche, la taille du lobe de leurs oreilles, une façon de regarder bien à eux, quelques détails en relief, rien de plus au début. Ils avancent dans une sorte de brouillard qui les dissimule partiellement aux autres personnages et à moi-même. Et au détour d'un paragraphe, un personnage prend chair, il coagule, prend des couleurs et gagne en netteté. Je le vois mieux, je complète alors sa silhouette. Dans des carrières de calcaire et sur certaines plaques de schiste, on voit fleurir des dendrites de manganèse. Mon dictionnaire littré, premier volume, lettres A, B, C, cartonnage noir, quelques rousseurs sur le papier. Sous la définition du mot avant-bras, je lis une citation du chirurgien Ambroise Paré, le médecin de François de Lorraine, duc de Guise, et de Henri II, qui exerçait sur les champs de bataille.
Lors du siège de Turin en 1536, il mit au point des pansements et des pommades qui étaient un mélange de jaune d'œuf, de térébenthine et d'huile rosate. Ambroise Paré fut aussi l'inventeur de la ligature des vaisseaux et des premières prothèses de bras, de mains et de jambes. Je l'imagine accroupi auprès des soldats blessés, retirant des balles à la pince et soignant des plaies dans le sang et l'odeur forte des onguents et des pansements gras. J'ai passé plusieurs heures, plusieurs fois, dans une carrière de brèche d'Alep, une roche qui est un agglomérat de cailloux jaunes, violets rouges, comme noircis au feu, et que l'on utilisait autrefois pour les dessus de meubles ou les cheminées. À cet endroit, il y avait, je me rappelle, un grand bloc aux parois lisses gravées de dessins. L'un d'eux représentait un buste et les bras d'un petit personnage à deux têtes. Les premières écritures sont aussi des gravures dans des tablettes d'argile ou de pierre. L'histoire commence à Sumer, dans un pays traversé par deux rivières, avec des scribes assis en tailleur sur un sol argileux. Dans la vitrine d'un tailleur pour hommes à Barcelone, j'ai vu des rectangles de papier craft découpés et posés à plat sur des costumes pour les protéger de l'effet décolorant du soleil. J'ai trouvé belles ces grandes feuilles volantes couvrant ces enveloppes de personnages vides. Présence fantomatique qui faisait presque peur. J'aime lire tête à l'ombre, livre ouvert au soleil. Hanté par ces marionnettes, un marionnettiste, un jour, les brûle.
À l'atelier Nicoli, un matin, j'ai été frappée de découvrir, dressée sur un établi, une main en plâtre dont la paume et la pulpe des doigts avaient été piquées par la pointe d'un compas. Un trait fin de crayon rouge entourait chaque petite piqûre, comme pour une leçon de médecine chinoise. Posée sur un trépied juste à côté, se trouvait sa réplique en pierre, encore à l'état d'ébauche. J'ai toujours été fascinée par les mains de certaines chanteuses, les mains de Barbara, de Cora Vauquer et de Juliette Gréco, dont on dirait qu'elles pensent, les mains de Henri Michaud, de Patrick Modiano, de Michel Houellebecq, les mains gênées de Françoise Sagan, qui cherche un appui sur la tempe, l'oreille ou le menton, celles de Roland Barthes, en train de caresser le filtre d'une cigarette qu'il n'a pas encore allumée et qu'il tourne entre ses doigts avec volupté. Les gestes de métal et de bois sec de Michel Foucault parlant de la justice et de la police. Les mains de Gilles Deleuze aux ongles recourbés de Fakir. Les mains aux doigts tordus de la matelassière filmée par Alain Cavalier. Les mains d'Albertine. Les mains de ma grand-mère coupant d'un coup de sécateur des rejets, des gourmands et des rameaux de pommier. Les doigts boudinés et pourtant si précis de Jean-Jacques M, me montrant la façon de nouer un fil de nylon autour d'un hameçon et comment tendre un collet à lièvre. Les mains de Matisse à l'hôtel Regina de Nice à la toute fin de sa vie, dans une chaise roulante, puis au fond de son lit, découpant du papier coloré. Il indique à l'aide d'un bambou à ses assistantes l'endroit où coller les formes. Ce bambou à l'extrémité duquel il fixait autrefois un fusain. On dit que Matisse dessina jusque dans son agonie, remuant la main comme s'il peignait ou découpait encore. Il y a aussi la main d'Agnès Varda, se filmant à l'avant d'une voiture sur une nationale, le poing légèrement ouvert, en train de viser, comme avec une longue vue, les camions qu'elle aperçoit au loin. Elle les encercle, puis elle referme le poing pour les capturer un par un, comme on attrape des bulles de savon, ou des graines de pissenlit, ou une mythe. Agnès Varda cadre les choses depuis un objectif qui a la forme de notre œil et se referme comme une grande paupière. Elle filme d'une main son autre main attrapant des camions, et voilà tout le cinéma qui surgit. Il suffit de peu de choses.